Les Russes, eux, ils n'ont pas de frontières et puis ils n'ont pas de nationalité et ils n'ont pas d'ethnie. Les pays, la France, les États-Unis et d'autres pays ont payé de très grandes rançons et ça finance pas indirectement, ça finance directement ces groupes-là. Je pense que ce qui nous lie entre pays voisins, c'est beaucoup plus que tout simplement la géographie, c'est l'histoire, c'est la culture, et ça va au-delà. Alors, bienvenue à Masséré Diop, journaliste consultant du Mali, et Ali Bourelef, journaliste indépendant de l'Algérie, pour cette discussion technique sur les tensions Mali-Algérie. Notre objectif, identifier des solutions concrètes, loin du blâme politique. Et commençons par l'incident du Drôme. Cet incident survenu le 31 mars a révélé des dysfonctionnements malheureusement dans la gestion des frontières. Alors, quels mécanismes concrets, par exemple une hotline militaire, une réunion technique ou un observateur tierce accepté par tous, pourrait prévenir de futures escalades? Nous allons commencer par Monsieur Pourelep. Pour l'instant, malheureusement, comme vous le disiez, nous ne sommes malheureusement pas là. Nous sommes encore dans des moments de tension et les deux pays, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas encore à dépasser les tensions qui ont réellement existé avant cette affaire de drone, parce que ça a commencé en 2020-2021, après le coup d'État au Mali, et que les autorités actuelles du Mali ont décidé de dénoncer les accords d'Alger en estimant que les autorités algériennes rôlaient ou aidaient une partie, notamment les opposants. Et puis, les autorités algériennes sont accusées également de rôler pour les groupes Touareg. C'est pour cela que les autorités du Mali, à chaque fois, ont dénoncé l'Algérie et ont même tenu un discours parfois très belliqueux vis-à-vis de l'Algérie. Cette histoire du drone est venue effectivement marquer, ou plutôt donc concrétiser ces accusations. Les autorités algériennes disent qu'il a franchi la frontière parce que, par principe, l'Algérie ne sort jamais de ses frontières, n'attaque jamais en dehors de ses frontières. Donc, si elle a abattu ce drone, c'est parce qu'elle a franchi les frontières algériennes. Et c'est pour cela qu'elles estiment qu'elles étaient en légitime défense, qu'il ne faut pas leur en vouloir. Ceci dit, elles ont toujours tenté de maintenir le dialogue malgré tout ce qui s'est passé. Elles appellent toujours au dialogue, elles essayent toujours de maintenir ce dialogue. Mais pour l'instant, les autorités maliennes ne semblent pas dépasser cet incident. Elles sont toujours fâchées. Il y a probablement il y a eu des tentatives pour l'instant de, de médiation, mais elles n'ont pas encore abouti parce que les forces et puissances qui pouvaient servir d'intermédiaires ont des problèmes soit avec l'un ou à l'autre. C'est plutôt la France ou probablement la CEDEAO ou l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas encore intervenue pour l'instant. D'accord, donc de votre côté, je sens un peu le manque de confiance. Et Monsieur Diop, est-ce que vous pouvez apporter votre point de vue sur ce sujet? D'après vous, existe-t-il un mécanisme concret pour rétablir un peu la confiance et prévenir de futures escalades? Pour le moment, quand même, nous sommes encore au niveau de la tension. Il existe certainement des mécanismes parce que je pense que nous avons entre le Mali et l'Algérie des partenaires communs, qu'il s'agisse des Russes, des Chinois et autres. Je pense que là, ça pourrait être un pont. Et nous sommes également membres de plusieurs organisations, même si c'est vrai que c'est regrettable. L'histoire du CEMOC est venue nous rappeler qu'il y a encore des tensions qui sont très vives, mais le Mali et l'Algérie sont, je pense, membres de plusieurs autres organisations. Et dans ce cadre-là, des échanges peuvent être initiés, des dialogues ou pour que les deux positions puissent être prises en compte. D'accord. En fait, J'ajoute, si vous permettez, qu'il y a jusque-là un organisme, plutôt un cadre commun qui servait de lieu de discussion. C'était l'état-major du Sahel, mais malheureusement, les autorités maliennes se sont retirées après l'incident du drone, ce qui fait qu'il est pratiquement impossible. Mais on nous parle ici à Alger du maintien de discussions, ou plutôt d'un fil de dialogue au sein des diplomaties des deux pays, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. d'accord. Et en fait, vos deux pays partagent une frontière de plus de 1000 kilomètres et vous avez mené en fait des opérations conjointes dans le passé contre le terrorisme. Pouvez-vous citer chacun un succès de cette collaboration et un défi majeur rencontré lors de ces opérations conjointes? Nous Je commençons laisse. par
Oui, oui, monsieur Relève. Euh, La coopération entre les deux pays ne s'est jamais arrêtée, même malgré les problèmes que vivait le Mali. Jusque-là, l'Algérie avait toujours joué le rôle de médiateur. Elle avait toujours essayé de rapprocher les différentes parties maliennes pour justement s'asseoir autour de la table et pour régler les différends qu'il y a dans ce pays autour de ce qu'on appelle les accords d'Alger, qui consistent à sauvegarder la souveraineté du Mali, mais tout en reconnaissant les spécificités parce que le problème qui est posé, ce sont surtout les rebelles du nord du Mali, qui les autorités de Bamako qualifient de terroristes, mais que d'autres parties, notamment l'Algérie, l'Union africaine, considèrent comme des rebelles armés. Donc l'Algérie a toujours essayé de rapprocher les deux parties, tout en luttant ensemble effectivement contre les groupes djihadistes qui agissent notamment dans les zones frontalières. Et ça a duré pendant de longues années, malgré les tensions, malgré le flux de population qui fuit souvent lorsqu'il y a des combats qui montent souvent vers l'Algérie. Donc c'est surtout autour de ces questions-là que la coopération a beaucoup a évolué. En plus du fait que les régions frontalières du Mali, du fait qu'il y a toujours des tensions dans ces régions-là, compter sur l'Algérie notamment pour l'approvisionnement en produits alimentaires parce qu'ils n'ont pas accès à d'autres frontières sûres. Donc, ça a toujours été une manière aussi, l'Algérie a toujours aussi ouvert les frontières pour, par exemple, maintenir le troc entre les populations du nord du Mali et les populations du sud de l'Algérie, parce que je dois préciser que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a énormément de liens familiaux et de liens humains entre les populations. Et il se trouve parfois des familles qui sont des deux côtés de la frontière, donc on ne peut pas séparer les deux. Donc c'est pratiquement une continuité territoriale malgré les tensions actuelles qui existent entre les deux pays. Et Monsieur Diop, pouvez-vous citer un succès de la collaboration entre le Mali et l'Algérie dans le passé et un défi rencontré qui est le défi majeur d'après vous? Les succès rencontrés, on peut en citer beaucoup. Mais bon, je pense que le dernier en date, c'est surtout par rapport à l'implication de l'Algérie dans tout ce qui est processus de paix au Mali. Parce que l'Algérie a été un grand acteur par le passé de ce processus-là, abritant plusieurs sessions pour parler entre les frères maliens. Et par la suite, lorsqu'il y a eu également la signature de l'accord, l'Algérie a toujours continué à être impliquée dans tout ce qui concerne aujourd'hui le processus de paix au Mali. Mais toutefois, bon, vous savez, les défis, par exemple, qui restent actuellement, c'est toujours la persistance de l'insécurité qui fait que la confiance et la confiance a pris un coup entre les deux pays. Et puis aussi, vous savez, c'est toujours les mêmes rhétoriques parce que nous avons des partis qui pensent que l'Algérie ne joue pas franc jeu. Sincère ou pas, vrai ou faux, bon, ça, on ne peut pas trop en débattre. En tout cas, ce qui est sûr, le terrorisme est un défi commun et aujourd'hui un problème dont tous les pays sont confrontés et sans une réelle coordination entre ces différents pays, surtout des pays frontaliers, il sera difficile de venir à bout de ce problème. En fait, tout à l'heure, Monsieur Pouelep a souligné un point très important. C'est en fait la démarcation arbitraire, parce que en fait, la frontière entre le Mali, l'Algérie et le Niger, en fait, c'est l'un des héritages de la colonisation française et elle sépare artificiellement des communautés touaregs qui ont des liens parentés qui traversent la frontière. Donc, d'après vous deux, en quoi cette démarcation arbitraire alimente-t-elle les tensions entre vos deux pays? Il n'y a pas de conflit entre l'Algérie et le Mali sur cette question-là, non plus avec l'Algérie et le Niger sur cette question-là, parce que les populations, de par l'histoire des deux pays, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la guerre d'indépendance algérienne, par exemple, le Mali, par exemple, avait abrité certains combattants algériens et le Niger également, mais c'est surtout le Mali. Donc, ces populations se déplacent et parfois ils ont la double nationalité dans certains cas, donc ça n'a jamais constitué un problème. La preuve, c'est que il y a des deux
ville qui s'appelle Tinzaouatine du côté du Mali, une autre Tinzaouatine du côté de l'Algérie. Donc, les frontières ne posent absolument aucun problème. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu, par exemple, des blessés civils maliens, ils sont soignés dans les hôpitaux algériens sans absolument aucun problème. Il y a aussi le troc qui se fait souvent, le commerce qui fait que les populations échangent entre elles les produits qui existent en Algérie contre des produits qui remontent du Mali, notamment l'artisanat et certains produits de beauté, par exemple, qui sont produits par les populations du nord du Mali. Il y a aussi les produits agricoles et notamment le bétail qui vient du Mali. Donc, il n'y a jamais eu de problème sur cette question-là. D'ailleurs, les deux pays n'ont jamais posé de problème à ce niveau-là, absolument, ni maintenant, ni de par le passé. Les seules tensions qui ont pu exister, c'est surtout le fait que les groupes djihadistes, parfois, ils passent d'un côté comme de l'autre. Il y a une crainte aussi de l'Algérie, souvent, par exemple, que les groupes djihadistes, lorsqu'ils sont pourchassés par la partie malienne, des fois, ils suivent les populations civiles pour essayer de s'infiltrer sur le territoire algérien. Et la même préoccupation aussi, j'imagine, du côté malien. Donc, il n'y a jamais eu de problème en réalité lié au fait que ces populations sont des deux côtés. D'ailleurs, je précise aussi que la Libye aussi fait partie de ce groupe humain parce que les Touaregs sont aussi très présents dans le sud libyen, à la frontière entre l'Algérie et le Niger. Donc, elles ont surtout servi de lien, de liaison entre ces trois pays que de motifs de tension. Et Monsieur Diop, d'après vous, cette démarcation arbitraire issue de la colonisation française, est-ce que elle alimente les tensions entre vos deux pays, le Mali et l'Algérie? Sincèrement, je ne le pense pas parce que, vous savez, de part et d'autre de la frontière, ce sont les mêmes populations. De part et d'autre de la frontière, les discussions, les échanges sont très dynamiques. Et par le passé, je me rappelle qu'il y a même eu des commissions mixtes qui ont travaillé autour de ces frontières, comment les rendre encore plus réelles, comment encore plus resserrer les liens entre les populations. Donc, je pense qu'à ce niveau, ça n'a pas réellement fait de problème. Et même lorsqu'il y a eu des conflits liés, par exemple, au séparatisme, on n'a pas vu des mêmes populations d'autres pays, par exemple, réclamer ou revendiquer également leur appartenance à une entité étatique commune. Donc, à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait assez de problèmes. La compréhension est là. Non, le problème, c'est le défi commun qui nous oppose. Et ça, c'est la façon dont il faut lutter contre le terrorisme. Parce que très souvent, on a vu, par exemple, que l'Algérie adopte une méthode assez forte lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Et on voit que, bon, peut-être c'est un problème de compréhension qui se pose. Parce que lorsqu'il s'agit d'autres territoires, c'est plutôt prôner le dialogue, prôner la paix, prôner la réconciliation, alors que souvent on a vu l'Algérie tenir des positions assez fortes lorsqu'il s'agit d'attaques qu'elle subit par exemple sur son territoire. Et c'est à ce niveau surtout qui pose un peu problème par rapport à la compréhension de ce phénomène et la méthode de lutter contre ça. C'est là où le défi se pose. Sinon, en ce qui concerne le territoire, il n'y a véritablement pas de problème à ce niveau. D'accord. Donc, en fait, j'ai trouvé un point commun dans vos témoignages, c'est que, en fait, les tensions actuelles pénalisent, en fait, la communauté touareg qui sont paisibles, et qui ne veulent pas faire des choses terribles aux autres, aux civils, etc. Par contre, les trafiquants, les terroristes ou bien les groupes armés, ils exploitent facilement les frontières. Euh, il navigue en fait, il se déplace facilement entre cette longue ligne de territoire, de frontières. Et en fait, il y a des experts qui critiquent le paiement de rançon par des pays occidentaux, souvent à plusieurs millions d'euros, qui auraient indirectement financé les groupes armés qui parasitent sur les frontières. Partagez-vous ce constat? Malheureusement, c'est une réalité, c'est un fait. L'Algérie a même provoqué, je crois, en 2015, je crois, une réunion du Conseil des Nations Unies
une conférence des Nations Unies sur la criminalisation du paiement de la rançon. Et Massiad Diop doit être au courant que pendant ces années-là, notamment lorsque les groupes armés écumaient notamment le nord du Mali, une partie du Niger, il y avait beaucoup d'otages occidentaux sur lesquels les pays, la France, les États-Unis et d'autres pays ont payé des très grandes rançons. Et ça finance pas indirectement, ça finance directement ces groupes-là. En plus du fait qu'ils s'adonnent à du banditisme, ils s'adonnent à la vente d'armes et à la vente de stupéfiants et d'autres drogues qui leur permettent de gagner énormément d'argent. Et ces dernières années, il y a plus grave que cela parce que les groupes terroristes s'alimentent d'abord de la rançon, mais s'alimentent aussi d'autres activités. Depuis quelque temps, par exemple, ces groupes-là exploitent des stupéfiants et d'autres produits qu'utilisent les jeunes délinquants qui viennent notamment de l'Afrique de l'Ouest et qui transitent par tout le Sahel pour remonter vers l'Algérie, probablement parfois vers l'Europe, en suivant notamment les migrants. Et ben, ce sont ces groupes-là qui les utilisent entre autres pour se financer. Ils profitent aussi du fait qu'il y a eu des problèmes sérieux au Mali pour s'infiltrer et même au Niger et au Burkina Faso aussi parce qu'il y a eu des attaques ces derniers jours, par exemple, du groupe djihadiste, y compris sur des casernes. Ils profitent de cette situation, de ce chaos, du fait que les autorités de ces trois pays sont beaucoup plus occupés par le règlement des problèmes politiques internes et profitent aussi pour écumer, pour aussi profiter de la pauvreté de la population pour recruter des jeunes. Et ça devient un défi énormément grave et très, très difficile pour les pays de la région. D'accord. Et Monsieur Diop? Oui, sur la question, je pense également que c'est un gros problème. Ça contribue effectivement au financement du terrorisme, mais vous savez, au fil des années, au fil du temps, les moyens de financement du terrorisme se sont diversifiés. Il a parlé de trafic de migrants. Le problème de la contrebande, c'est une réalité. Vous savez aussi le problème parce que ce sont des zones qui sont assez riches en or, ce sont des zones souvent riches en ressources minières et les terroristes souvent utilisent cette manne également pour se financer. Donc certainement le paiement du rançon est un gros problème et effectivement ça contribue beaucoup au financement du terrorisme, mais au fil des années, il y a les moyens qui se sont diversifiés parce qu'aujourd'hui de toutes les façons, de plus en plus, c'est rare de trouver des otages occidentaux. De ma mémoire, en tout cas, je n'en connais que pratiquement deux actuellement encore au Sahel. Je pense une autrichienne et une nigéro-suisse, si mes souvenirs sont bons. Pratiquement tous les autres otages occidentaux ont été relâchés. Bien sûr, en contrepartie, on parle de rançon, mais ce n'est pas le seul moyen aujourd'hui pour les terroristes de se financer. En fait, vous avez en fait souligné tous les deux en fait la pauvreté qui est en fait une raison plus profonde pour expliquer l'instabilité de cette région frontalière. En fait, c'est le même cas pour le Soudan et dans l'est de la RDC. Donc, d'après vous, quelle stratégie de développement trouvez-vous pour traiter ces causes profondes? Parce que quand nous avons interviewé d'autres experts, ils ont dit que les groupes terroristes, en fait, ils ont offert un style de vie pour les jeunes qui n'ont pas de travail. Mais pour vivre, il faut travailler dans un groupe ou dans un autre et ils ont choisi malheureusement le groupe terroriste. Malheureusement, c'est une réalité parce que c'est malheureux de le dire, mais aujourd'hui, par exemple, l'État malien n'arrive pas à contrôler la totalité du territoire. Donc, il est laissé entre les mains de certains groupes, parfois qui se disent des groupes armés, que les autorités qualifient de groupes terroristes, mais aussi des groupes djihadistes qui sont les seuls à offrir du travail et de l'argent, des revenus à ces populations. J'ai rencontré ici à Alger, par exemple, des migrants maliens qui me disent qu'ils ont qui sont des éleveurs, mais qu'à cause de ces groupes, ils ont dû fuir, ils ont dû laisser leur maison et leur bétail et venir soit travailler ici, soit espérer aller essentiellement en Europe ou changer
totalement de résidence dans d'autres régions du Mali, mais d'autres ne le font malheureusement pas ils suivent ces groupes-là parce qu'ils leur offrent de l'argent. Nous avons vécu ça en Algérie dans les années 90 lorsque des groupes terroristes se permettaient d'aller, ils n'achetaient pas les gens parce qu'ils ne pouvaient pas, mais ils menaçaient les villageois pour les suivre. C'est une période qui est maintenant dépassée, largement dépassée, mais on sait que la pauvreté profite à ces groupes-là, ils achètent les gens. Ils emploient les gens parce que, comme les contrebandiers, d'ailleurs, en Algérie, on n'a pas les terroristes n'achètent pas les gens, mais les contrebandiers achètent les gens. Donc, ils achètent les routes, ils achètent les passeurs de migrants clandestins. Donc, ce sont des populations très vulnérables qui sont très, très, très perméables à toutes ces offres que leur offrent soit les groupes terroristes. Et là, c'est très, très grave, mais aussi les groupes de bandiers et de trafiquants d'êtres humains parce que des groupes de migrants clandestins qui viennent de toute l'Afrique de l'Ouest en général, et pas seulement du Mali ou du Niger, contrairement à ce qu'on pense, mais qui viennent de toute l'Afrique subsaharienne et qui sont transitent par le Mali et qui montent vers le nord de l'Algérie ou pour aller au Maroc, en Tunisie, en Libye. Ils passent par ces gens-là et ce sont des gens qui leur offrent de l'argent pour faire passer ces gens. Donc, les contrebandiers et les terroristes s'alimentent effectivement de cette pauvreté au sein de ces populations-là. C'est pour cela, d'ailleurs, que beaucoup de gens appellent à ce que l'argent qui est investi par les Occidentaux, là je parle des Occidentaux, qui ont mis beaucoup d'argent pour ramener des militaires dans ces régions-là pour lutter contre les groupes armés, ils auraient probablement dû mettre cet argent pour créer des conditions de développement qui puissent fixer les populations et qui puissent aussi les extraire des groupes terroristes et des groupes de bandits. D'accord. Et Monsieur Diop, quel est votre avis? Oui, pratiquement c'est du même avis, hein. La pauvreté joue gros dans cette situation. La pauvreté est un facteur, en tout cas, qui permet de déclencher tout ce que nous avons vu. C'est un terreau fertile, un peu, un terreau qui favorise un peu cette situation. Mais je peux quand même tout simplement dire que euh, jusqu'ici, le problème, vous savez aussi, c'est certainement un manque de coordination, un manque de travailler ensemble réellement, mais on est surtout dans des histoires d'accusation de la bonne foi ou la bonne ou mauvaise foi de l'autre. Souvent, c'est ça un peu qui nous fait perdre du temps. Les terroristes, eux, n'ont pas de temps à perdre. Au contraire, on les voit en tout cas qui sont unis. On voit qu'ils mènent des opérations de façon conjointe. Et si on dit, par exemple, que tel pays est moins contrôlé que l'autre, là, ça fausse tout le jeu. C'est qu'il y a, même si on est un pays qui se sent assez fort aujourd'hui, tant qu'on n'apprend pas à collaborer, à faire en sorte que les relations avec ses voisins soient assez fluides, ça sera difficile de venir à bout de ce problème parce que chez nous, on a pour coutume de dire lorsque la case ou la maison de ton voisin brûle, c'est comme si le feu atteint aussi chez toi. Donc, c'est pour cela que nous ne pouvons pas rester dans cette situation où nous allons tout le temps voir l'autre en tant qu'ennemi, mais travailler avec l'autre, voir comment il y a lieu de renforcer la collaboration et la coopération. Et parce que de notre côté, comme je l'ai dit tantôt, et j'insiste là-dessus, les terroristes, eux, ils n'ont pas de frontières. Ils n'ont pas de frontières et puis ils n'ont pas de nationalité et ils n'ont pas d'ethnie. Par exemple, certains voient les Peuls, les Arabes, les Tamasheks, les ceci, les cela. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui le seul. On peut retrouver des terroristes de n'importe quelle origine. Tout à l'heure, Monsieur Pourelef avait souligné un point, c'est les troupes occidentales. Ils ont déployé des hommes et des femmes là-bas et utilisé des fonds énormes pour ramener la paix à la région, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi au bout de 10 ans d'essai. Et ils ont perdu aussi leurs hommes là-bas, malheureusement. Donc, avec le retrait des troupes occidentales dans la région du Sahel, c'est une tendance, hein. On a observé au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali, dans l'AES et au Sénégal. Donc, observez-vous une amélioration ou bien une détérioration de la sécurité régionale? J'ai besoin de vous deux pour répondre. Je laisse la parole à M. Diop. OK. Bon. Vous savez, pour le moment, c'est difficile d'évaluer, mais quand même, nous, on sent une relative,
en tout cas amélioration. Parce que je pense que les populations locales connaissent mieux leurs problèmes. Et si on a envie de les aider, c'est surtout en déployant des moyens, mais pas en déployant des hommes. On a peut-être, il faut peut-être cela, parce que le terrorisme, comme je l'ai dit, ça peut être encore, ça peut être très vu dans un pays, ça peut être très dynamique dans un pays, ça peut être très actif dans un pays, alors qu'on voit d'autres pays qui en subissent les mêmes conséquences. Vous voyez, par exemple, je pense qu'il y a 2 jours ou 3, on parlait d'un attentat au couteau et ainsi de suite en France, et on connaît le problème qui s'est vu au Moyen-Orient et même en Asie. C'est un problème mondial. Et l'histoire nous a en tout cas montré que les déploiements de troupes n'ont jamais été, n'ont jamais fait véritablement, n'ont jamais eu du succès comme on le prétend. On a vu ce qui s'est passé même avant le Mali. Il y a eu le problème du Liban qui n'a jamais été réglé. Il y a eu le problème de l'Irak qui n'a jamais été réglé. Il y a eu le problème de l'Afghanistan qui n'a jamais été réglé. Donc, le déploiement des troupes, ça n'a jamais été une solution. Peut-être la collaboration serait au niveau tactique, au niveau de la formation, mais pas certainement au niveau opérationnel. Opérationnel, je pense que le mieux serait de doter les forces locales davantage de moyens et surtout renforcer la collaboration, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que le principal problème du terrorisme, pourquoi ça arrive à faire tous ces dégâts à notre niveau, c'est surtout un peu le manque de confiance et aussi le manque de communication. Parce que ça, le plus gros problème, c'est les renseignements aujourd'hui. Les renseignements d'autres pays sont mieux dotés que certains par rapport à ce domaine-là. Donc, tant qu'il n'y a pas un effort de renforcer les efforts au niveau de ces cadres-là, je ne pense pas que ça puisse réellement, qu'on puisse venir à bout de ce problème. Tant qu'on continuera de penser qu'il faut déployer des hommes, les moyens supplémentaires doivent être mis sur la sécurité plutôt que sur d'autres volets, par exemple le développement, par exemple l'éducation, par exemple la santé, par exemple. Si on ne pense pas à ça et on met l'accent sur le tout sécuritaire, à mon avis, c'est très mal perçu, en tout cas, le problème. D'accord. Et donc, Monsieur Pokelef, en fait, votre pays, l'Algérie, a souffert du terrorisme pendant les années 90, mais c'est l'Algérie, c'est avec ses propres forces, vous avez réglé ce problème et vous avez obtenu en fait une paix plutôt durable pendant plusieurs décennies. Donc, d'après vous, comment observez-vous le retrait, le demande de retrait des troupes occidentales dans la région du Sahel? Je pense qu'il y a une différence notable, c'est que l'Algérie a la chance d'avoir du pétrole donc, qui lui a permis d'équiper ses forces armées et ses forces de sécurité. En plus du fait qu'il ne faut pas oublier un détail très important, c'est que le terrorisme a été vaincu, c'est vrai, sur le plan militaire, mais aussi ça a été accompagné par des mesures politiques. Il y a eu des accords qui ont été signés qui ont permis à des milliers de terroristes de déposer les armes. Hein. Entre 25 000 et 30 000 terroristes qui ont déposé les armes grâce à des mesures politico-judiciaires qui ont été prises et pour raccourcir au moins la partie. Et on a gagné des milliers d'armes qui ont été déposées. Certains se sont malheureusement dispersés, mais entre-temps, l'État algérien a acquis beaucoup d'expérience. Mais je disais que l'Algérie a la chance d'avoir donc des moyens financiers qui lui permettent aussi d'équiper son armée. Les moyens dont souffrent malheureusement les pays du Sahel, et c'est ce qui les empêche aujourd'hui, c'est ce qui ne leur permet pas aujourd'hui de lutter efficacement. Ce que disait Masser Diop est tout à fait juste en disant que si on avait bien formé, bien armé, bien renseigné les armées nationales, bien sûr, en couplant cela à des mesures politiques, on aurait probablement gagné beaucoup plus. D'abord, en asseyant l'autorité de ces États-là sur tous les territoires de leur pays, en plus du fait que c'est elles qui connaissent le terrain, c'est elles qui connaissent les populations et c'est elles qui connaissent le terrain sur lequel ils travaillent.
tels qui peuvent lutter efficacement et parce qu'un occidental ou un étranger, il vient se protéger ou probablement défendre les intérêts des entreprises ou les intérêts de son pays, mais il ne défendra pas les intérêts du pays où il est. Il essaiera au maximum de profiter de la situation parce que les sommes qui ont été dépensées par les armées européennes et les armées américaines dans ces zones peuvent suffire largement à développer des régions entières du Mali, du Niger ou du Burkina Faso, alors que par exemple, ces derniers temps, vous parlez tout à l'heure de l'évolution de la situation sécuritaire, j'ai vu qu'il y a des attaques absolument mortelles, absolument sanguinaires du côté notamment du Burkina Faso. Et ça, c'est à cause du fait que beaucoup de groupes djihadistes qui ont fui la Syrie, qui ont fui la Libye, ont essayé de se redéployer dans ces régions-là. Mais sans moyens, c'est impossible d'arriver à bout de ces multinationales qui ont déjà acquis des armes, soit au Libye, soit en Syrie, soit ailleurs, et qui peuvent aujourd'hui malheureusement faire face à beaucoup d'armées si elles ne sont pas très, très, très bien équipées. En fait, la Chine promeut une vision de sécurité commune, globale, coopérative et durable. En fait, Mali et Algérie, vous êtes en fait voisins géographiques, vous êtes liés géographiquement, donc vous formez une communauté de destin partagé. Alors, comment pourriez-vous vous inspirer de ce cadre chinois, c'est-à-dire une sécurité commune, globale, coopérative et durable pour résoudre vos différends actuels? Il me semble que le problème actuel, et j'en suis convaincu, est venu du fait qu'il y a d'autres parties étrangères qui essayent de semer la zizanie, de semer la confusion dans la région. Ceci étant dit, je suis convaincu qu'on va finir par revenir à la table de dialogue et comme le disait Diop tout à l'heure, seule la coopération sur le plan du renseignement sécuritaire d'abord, mais aussi pour le développement de régions, au moins les régions frontalières, à défaut de faire toutes les régions, parce qu'Algérie a aussi a ses défis, a ses problèmes internes. Donc, elle peut aider les pays de la région. Elle a même dégagé un budget pour ça, pour la coopération avec les pays voisins. Donc, on peut aider à développer au moins ces zones frontalières avec des routes, avec des écoles, avec des installations qui peuvent profiter aux populations et qui peuvent aider au moins à fixer une partie des populations. Sans cela, il est impossible de continuer à lutter chacun. Et Dieu par raison, on ne peut pas, même si on est fort, on ne peut pas lutter contre des groupes qui ne connaissent pas de frontières s'il n'y a pas d'échange de renseignements, s'il n'y a pas de volonté politique de part et d'autre, parce qu'il faut qu'il y ait de l'honnêteté, il faut qu'il y ait de l'envie, il faut qu'il y ait aussi de la confiance qui s'installe. Et pour cela, il faut que chaque partie comprenne qu'on ne peut pas se concilier ou discuter avec son voisin tout en pensant à ce que diront les forces étrangères. Donc, il faudrait probablement s'asseoir autour de la table et discuter de tous ces problèmes-là et essayer de les régler pour éviter les conflits futurs. D'accord. Et Monsieur Diop? Oui, bon, en fait, moi, je pense que ce qui nous lie entre pays voisins, c'est beaucoup plus que tout simplement la géographie. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'histoire, c'est la culture. Ça va au-delà. Tout à l'heure, il a parlé de le Mali, qui a servi, bon, je ne vais pas dire de base arrière, mais en tout cas, qui a fait en sorte que la résistance de l'Algérie puisse être organisée à partir de ces territoires contre la colonisation française, notamment. Donc, je pense que il y a des points communs. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous sommes liés. Et je pense que par le passé, l'histoire nous a démontré que les relations n'ont pas toujours été conflictuelles. Hein, les relations n'ont pas été conflictuelles. Juste, ce qu'il faut maintenant, c'est de s'asseoir autour d'une même table, voir les différents points d'achoppement et voir comment les surmonter. Parce que les défis, c'est normal de les avoir en tant que nation. Hein. C'est normal parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on ne peut pas se dire qu'on peut se barricader se fermer autour de soi-même sans s'ouvrir au monde. Et je crois que la Chine aujourd'hui est un exemple assez bien placé pour le démontrer parce que non seulement elle est vraiment véritablement ancrée dans son histoire et elle s'ouvre également au monde. Je pense que sur ça, nous avons beaucoup, en tout cas, à apprendre de ce modèle pour qu'on puisse un peu surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. D'accord.
Ok, je dois remercier votre participation, Monsieur Massiré Diop, journaliste consultant du Mali, et Monsieur Ali Bouelef, journaliste indépendant de l'Algérie, pour cette discussion technique très ouverte. Vous avez fait preuve d'ouverture et l'écoute à l'autre, et je crois que ça marque un très bon début pour un processus politique pour résoudre les tensions actuelles. Je vous remercie tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.